peut-être avec une petite minute d'avance, on a vraiment la grande joie, l'immense plaisir d'accueillir eh bien, le directeur de la FHU, le directeur du centre de transplantation seul et unique de la PHP, transplantation de microbiote fécal, et également mon collègue dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine. Alors, on s'est battu avec Karine Clément. Bonjour Karine, Bonjour. pour le présenter, car on se l'arrache. Et Oui. il nous fait quand même l'honneur de la sixième et dernière communication de ces communications de la FHU sur un sujet qu'il connaît bien. On va sortir un petit peu des aspects descriptifs pour rentrer plus dans le fonctionnel avec une bactérie fétiche, Faecalibacterium prosnitzi. Et n'oubliez pas, bon, d'abord de garder vos questions, de poser vos questions à la fin, et on aura tous ensemble avec les autres orateurs des 5 autres webinaires le 16 décembre un rendez-vous où on pourra tous répondre aux questions non répondues encore avec tout le monde et le panel aussi des modérateurs. Karine, un petit mot Bah écoute, avant de lancer? bonjour, bonsoir à tous. Bah, tu as tout parfaitement résumé. Donc je pense qu'on peut passer effectivement, donc comme tu l'as dit, le 16 décembre, donc discussion avec les orateurs. Donc voilà, et donc on termine par un feu d'artifice par le directeur de la FHU. Voilà, je pense qu'on on On peut peut démarrer, il me commencer. semble, Ça surtout qu'il est marche. 18h01. C'est Eh parti. ben, on commence. Merci beaucoup d'abord à Philippe et Karine. Juste un mot pour dire que en tant que directeur de la FHU, on peut dire que toutes ces activités de communication, je crois que c'est vraiment un des très gros succès de notre FHU et c'est en très grande partie grâce à vous. Donc vraiment grand merci. Donc euh, je vais partager mon écran. Voilà. Hop là. Et donc normalement, ça devrait être bon. Donc je vais vous parler d'une bactérie bien connue du microbiote intestinal, Faecalibacterium prosnitzi. C'est une bactérie que Philippe Sexic aussi connaît bien et euh, sur laquelle il travaille aussi. L'équipe de Philippe Langella à l'INRA également et beaucoup d'autres équipes. Là, l'objectif de la présentation, c'est finalement de vous raconter une aventure de la découverte finalement de l'intérêt potentiel de cette bactérie d'un point de vue thérapeutique, fait sur les cellules, sur les souris, jusqu'à eh bien, le développement d'un médicament et les premiers essais thérapeutiques chez l'homme. Donc, une grande partie de ce dont je vais vous parler, pas tout, hein, mais une bonne partie, est relié à l'activité de cette startup Excellium Bioscience que j'ai cofondée. D'ailleurs, vous allez voir que je vais en parler directement dans le flow de la présentation. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'est le microbiote intestinal, le fait qu'on a autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps, que si l'on met bout à bout les gènes présents dans le microbiote intestinal d'un sujet humain, ça représente à peu près 25 fois la taille du génome humain. Et donc, forcément, ça représente des capacités fonctionnelles absolument énormes. On a les bactéries dans le tube digestif, c'est en tout cas la partie du microbiote que l'on connaît le mieux. Au niveau du côlon, ce sont essentiellement des bactéries anaérobies qui appartiennent à ces deux grands groupes hein, que vous connaissez, les Bacteroidetes, les Firmicutes. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres types de micro-organismes, des champignons, des virus, notamment des phages, et encore d'autres types de micro-organismes, des archées, des protistes. Donc, je vais vous parler de Faecalibacterium prosnitzi dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et puis, dans une deuxième partie, de son rôle en immuno-oncologie. Donc, les MICI, deux maladies, maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, qui touchent des sujets jeunes, altèrent leur qualité de vie, des maladies chroniques avec des périodes de poussée et de rémission,
pour lesquels nous n'avons pas de traitement curatif. Les patients peuvent avoir différents types de complications, des poussées sévères qui peuvent mener à des hospitalisations, mais aussi des infections et même certains cancers qui peuvent être favorisés par l'inflammation intestinale elle-même ou par certains traitements immunosuppresseurs qu'on peut être amené à leur donner. Ce ne sont pas des maladies rares. L'incidence en France, comme dans la grande majorité des pays occidentaux, est de l'ordre de 10 pour 100 000 par an. En France uniquement, on a plus de 300 000 cas aujourd'hui et un risque cumulé de développer cette maladie au cours de la vie qui est supérieur à 1%. Et en plus de cela, l'incidence augmente partout dans le monde. Donc ces maladies, leur physiopathologie n'est pas complètement comprise, mais néanmoins, si on ouvre une revue ou un chapitre de livre, on va tomber sur une phrase de ce type qui va nous dire que ces maladies, elles sont liées à une activation du système immunitaire dans l'intestin vis-à-vis d'un microbiote qui est altéré chez des patients qui ont un terrain génétique particulier et sous l'influence de facteurs d'environnement. Donc c'est une définition qui est complexe, hein, qui veut bien dire que ces maladies sont complexes et qu'on ne comprend pas encore tout bien précisément, mais néanmoins, ces 10-15 dernières années, on a un certain nombre d'éléments qui nous suggèrent que des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques vont agir sur le microbiote pour avoir leurs effets sur la maladie. Ce qui ne veut pas dire que le microbiote est le seul acteur, le seul responsable, et on a beaucoup d'autres facteurs qui vont agir sur la maladie indépendamment du microbiote. Donc, je vous dis que le microbiote est impliqué, mais finalement, vous n'êtes pas obligé de me croire. Est-ce que réellement, on a des arguments forts pour le penser? La réponse aujourd'hui pragmatique, c'est oui. On a des arguments qui nous permettent d'affirmer que le microbiote est bien un acteur important. D'abord, on sait que si on modifie le microbiote intestinal, eh bien, cela a un effet sur la maladie. C'est vrai dans les modèles animaux chez la souris essentiellement. Mais ça, là encore, c'est pas forcément le plus important. En revanche, c'est vrai aussi chez l'homme, et c'est probablement une des grandes contributions des essais de transplantation de microbiote fécal que de démontrer que oui, chez l'homme, quand on modifie le microbiote intestinal, on a un effet sur ces maladies. Deuxième argument important, le microbiote des patients avec maladie inflammatoire chronique de l'intestin est pro-inflammatoire. Il contient des composantes pro-inflammatoires et cela, ça a été bien démontré par plusieurs études, notamment celle-ci, publiée en 2019, qui montre que si on colonise des animaux germ-free avec du microbiote de patients atteints de Mickey, eh bien, on observe une inflammation intestinale dans l'intestin des animaux comparée à leurs congénères colonisés avec le microbiote de sujets sains, et ces souris sont plus susceptibles à l'inflammation. Et puis, bien sûr, enfin, et je devrais dire c'est le premier élément, en tout cas, qui a initié l'histoire du microbiote dans ces maladies, c'est le fait que lorsque on analyse le microbiote des patients avec Mickey, eh bien, il est différent, il est altéré par rapport à celui des sujets sains. Ici, ce sont des résultats d'une des centaines d'études qui ont été publiées ces 10-15 dernières années sur le sujet, qui montrent que le microbiote des patients avec Mickey est différent de celui des sujets sains. Vous avez en bleu les sujets sains, en rouge les patients qui ont une Mickey en poussée, et en vert, entre les deux, les patients qui ont une Mickey en rémission. On sait également que la diversité du microbiote est plus faible chez les patients atteints de Mickey par rapport aux sujets sains. Et puis, en termes de composition, ce que l'on voit, c'est donc ces deux grands groupes dont je vous ai parlé au début, les firmicutes en bleu et les Bacteroidetes en vert. Eh bien, chez les patients qui ont une Mickey, on voit une diminution des firmicutes en bleu, et puis on voit l'apparition de ce groupe orange, les protéobactéries. Finalement, dans ces bactéries oranges, eh bien, on a notamment un certain nombre d'entérobactéries que l'on connaît bien, comme les Escherichia coli, mais aussi Klebsiella pneumoniae. Et puis, on a dans le groupe des bactéries bleues qui diminuent des firmicutes, donc, et particulièrement cette bactérie, Faecalibacterium prausnitzii, dont on va largement reparler. Ce
qui est intéressant, c'est que parmi ces bactéries dont l'abondance augmente au cours des Mickey, eh bien, un certain nombre d'entre elles ont des effets pro-inflammatoires. C'est notamment le cas des Escherichia coli adhérents invasifs, AIEC, qui ont été mis en évidence par l'équipe de Arlette Darfeuil-Michaud. Donc nous, on va principalement parler par la suite de Faecalibacterium prausnitii. Dernier élément qui me semble vraiment important, c'est le fait que ces altérations du microbiote, eh bien, elles précèdent le diagnostic de la maladie de plusieurs années. Ici, c'est une étude dans la maladie de Crohn, une étude issue de la cohorte GEM au Canada, et qui montre que plusieurs années avant le diagnostic, alors qu'il n'y a ni symptômes ni inflammation mesurable dans l'intestin, eh bien, on voit les premières altérations du microbiote, y compris la baisse de Faecalibacterium prausnitii. Donc, cette bactérie, elle baisse chez les patients. Il semble que elle baisse même avant le diagnostic, avant le début de la maladie. On a observé également que chez les patients qui sont en rémission, eh bien, si cette bactérie a un taux bas, encore plus bas, eh bien, les patients sont plus à risque de faire une poussée de la maladie. Donc ici, ce sont des patients qui ont eu une chirurgie de résection iléosécale, une chirurgie très fréquente au cours de la maladie de Crohn. Et ce que l'on a observé, c'est que les patients qui ont un taux donc bas de cette bactérie vont avoir un risque de récidive post-opératoire plus important que les autres. À droite, une autre étude qui a été réalisée à nouveau chez des patients qui ont une maladie de Crohn, qui sont en rémission sous anti-TNF-alpha. Les patients arrêtent l'anti-TNF-alpha et là encore, au moment de l'arrêt, le niveau de la bactérie, le niveau de Faecalibacterium prausnitii prédit la récidive avec un taux bas de la bactérie qui est associé avec une récidive plus fréquente que les patients qui ont un taux élevé. Donc, pardon. Donc, on a cette baisse de la bactérie, le fait qu'elle a un rôle pronostique. C'est une bactérie qui est très importante dans le microbiote sain, puisque c'est l'espèce la plus abondante chez les sujets sains, qu'elle est également extrêmement prévalente. Elle appartient à ce qu'on appelle le corps microbiome, c'est-à-dire qu'elle est présente chez la quasi-totalité des sujets sains à la surface de la Terre. Et donc, avec l'ensemble de ces données, eh bien, on s'est posé la question de savoir si cette bactérie ne pourrait pas avoir des effets anti-inflammatoires dans l'intestin. Et effectivement, c'est ce que l'on a démontré dans cet article publié en 2008, il y a plus de 15 ans maintenant, voilà, dans lequel on a montré par des expériences relativement simples que cette bactérie avait des effets anti-inflammatoires, à la fois sur des modèles cellulaires divers, mais aussi sur des modèles animaux. Et aujourd'hui, ça nous paraît finalement assez banal, assez pas très original finalement comme approche, mais pour l'époque, c'était extrêmement original d'identifier, en partant d'analyses de microbiote chez les patients, une bactérie avec un potentiel thérapeutique et ensuite d'aller jusqu'à démontrer la preuve de concept sur des modèles précliniques de ces effets anti-inflammatoires. Et c'est quasiment ce qui a, en tout cas, c'est parmi les études qui ont été à l'origine de ce nouveau concept de LBP ou de probiotiques de nouvelle génération. Et c'est une des études les plus citées dans la littérature sur le microbiote encore aujourd'hui. Donc cette bactérie, comme je vous l'ai dit, c'est un firmicute, une bactérie très sensible à l'oxygène, très difficile à faire pousser, qui fait partie donc de ce corps phylogénétique, qui est très abondante. Elle représente à elle seule de l'ordre de 5% du microbiote colique humain, parfois même plus, hein. On voit dans les analyses certaines personnes qui ont 10-15% de leur microbiote qui est constitué exclusivement de Faecalibacterium. Euh, on a globalement, à travers des centaines et des centaines d'études à travers le monde, un taux élevé de cette bactérie qui est associé avec la santé et un taux bas qui est associé avec un certain nombre de maladies. Alors nous, on a bien sûr mis le doigt sur cette bactérie en travaillant sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Et puis, comme je vous le mentionnais précédemment, on a pu montrer
que cette bactérie avait des effets immunomodulateurs. Donc, finalement, une fois qu'on en était là, l'étape d'après, c'est de passer à l'homme, d'essayer de donner cette bactérie à des patients pour voir si elle peut avoir des effets thérapeutiques. Le problème, c'est que là, on s'est heurté à des problématiques réglementaires, logistiques et financières absolument énormes qu'il était impossible de régler en restant sur un statut académique. Et c'est la raison essentielle pour laquelle on a fondé cette start-up Excellium, avec notamment Philippe Langella à l'INRA, qui est microbiologiste, et Patrick Gervais à Dijon, qui est un spécialiste des process et notamment de production des micro-organismes. Et puis également, il nous fallait une composante plus business que évidemment nous on n'a absolument pas. Et on a eu la chance de rencontrer Benjamin Hadida, qui a à la fois une formation d'école de commerce, mais aussi un master de biologie. Donc il avait quand même il a vraiment le background pour comprendre la biologie derrière ce que l'on fait. Et donc, on a créé cette start-up. On a trouvé des sous. Donc là aussi, c'était quelque chose de différent, évidemment, très intéressant, mais très différent de ce que l'on fait au quotidien. Et puis, on s'est lancé sur le montage de cet essai clinique dans la maladie de Crohn. Mais avant de donner la bactérie au patient, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il a fallu franchir. D'abord, être capable de produire cette bactérie en grande quantité. Donc, je vous ai dit que c'était une bactérie très difficile à faire pousser, très sensible à l'oxygène. On avait mis au point des méthodes de production en laboratoire, mais qui n'avaient vraiment rien à voir avec la production industrielle qui est nécessaire pour pouvoir alimenter des essais cliniques. Il fallait trouver également un système pour apporter la bactérie, quelle gélule choisir, quel type de système de délivrance, etc. Et puis, en plus de la production, il y a des gros on a eu des gros questionnements vis-à-vis de la régulation, puisque autant donner un lactobacille, une bifidobactérie, bah, c'est extrêmement facile parce qu'on fait ça depuis des centaines d'années. Il y en a dans l'alimentation et donc c'est très facile. Autant donner une bactérie qui vient du microbiote humain, même d'un donneur sain, eh bien, il n'y a pas, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de processus de pathway, de chemin de régulation définie et les agences européennes avec lesquelles on a parlé, eh bien, en gros, elles découvraient ce type de sujet avec nous et donc il a fallu finalement co-construire le processus et le chemin de régulation pour arriver jusqu'à un essai clinique, une administration chez l'homme. Donc ça a été très intéressant, mais aussi très complexe. Euh, il a fallu aussi repenser le design des essais cliniques, parce que une bactérie, si on pense à la maladie de Crohn, une bactérie, ce n'est pas un immunosuppresseur comme un corticoïde, un anti-TNF ou de la cyclosporine. C'est pas une molécule qui va de manière un petit peu brutale casser le système immunitaire. C'est quelque chose qui va au contraire moduler l'immunité. Et c'est d'ailleurs finalement ce que l'on cherche, puisque si on s'intéresse à des traitements comme ces probiotiques de nouvelle génération qui vont jouer sur le système immunitaire sans le casser complètement, c'est pour éviter d'avoir justement les problématiques de tolérance que l'on peut avoir avec des immunostiques. Mais ça veut quand même dire qu'il faut réfléchir au design de manière différente. Et il se trouve que à peu près en parallèle, on a terminé un essai clinique de transplantation de microbiote fécal dans la maladie de Crohn, où justement on avait testé un design un petit peu original, dont l'objectif n'était pas, dans cette étude, l'objectif n'était pas de faire de la transplantation fécale pour euh, calmer l'inflammation, mais l'objectif était d'utiliser la transplantation fécale pour maintenir
la réponse obtenue par un traitement classique, en l'occurrence la cortisone. Donc, c'était déjà un design un petit peu original et c'est un design très similaire que l'on a utilisé pour la première étude chez l'homme, avec Faecalibacterium prausnitzii. Évidemment, parmi les intérêts, c'est le profil de sécurité que l'on s'attendait à être absolument excellent. Et puis, on a aussi un intérêt très fort des patients pour ce type d'approche. Et donc, après un certain nombre d'années de travail, et c'est un travail vraiment d'équipe, on a pu commencer le premier essai clinique et la première administration chez l'homme fin 2022. Entre-temps, on a avancé, et là ce sont des travaux essentiellement académiques, sur les mécanismes d'action de Faecalibacterium prausnitzii. On a pu montrer que cette bactérie, elle produit un certain nombre de molécules qui vont agir notamment sur les cellules épithéliales de l'intestin en bloquant un certain nombre de voies de l'inflammation. Et on a pu aussi montrer que cette bactérie, elle avait sur sa paroi des molécules qui vont agir cette fois-ci sur les cellules immunitaires et notamment les cellules présentatrices comme les macrophages, les monocytes, et que cette action va induire un changement complet du fonctionnement de ces cellules et induire un profil immunorégulateur avec notamment une forte production d'interleukine 10 qui est une cytokine inflammatoire, un effet également sur des lymphocytes T régulateurs qui vont être stimulés et qui eux aussi produisent de l'interleukine 10. Et aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser qu'une très grande partie des effets biologiques que l'on observe quand on administre notre bactérie, ils passent plutôt par ces molécules de la paroi bactérienne. Plus récemment, et ça c'est un article qui est soumis, euh, en fait, on s'est rendu compte que la production d'interleukine 10, c'était finalement que la partie émergée de l'iceberg et que finalement l'effet de la bactérie sur ces cellules présentatrices de l'antigène, il était beaucoup plus profond. Il induisait vraiment un recablage complet du métabolisme énergétique et du métabolisme immunitaire de ces cellules. Donc, pour le premier essai clinique, cette phase 1-2A chez des patients avec maladie de Crohn, eh bien, il est terminé. On a enrôlé 8 patients qui ont été traités jusqu'à 6 mois. Donc ça, déjà, c'est une originalité, c'est qu'on n'a pas eu besoin, après avoir discuté assez longuement quand même avec les autorités, on n'a pas eu besoin de passer par un essai chez le sujet sain, parce que finalement, cette bactérie, elle est présente chez le sujet sain, donc ça n'avait pas vraiment de sens. Et puis, on a pu faire un traitement relativement long pour cette first in man. On n'a aucun signal vis-à-vis de la safety, et ça, bon, on n'est pas très étonné. Et là, en fait, on vient de recevoir les échantillons de ces patients et on est en train de lancer les analyses diverses et variées, shotgun, transcriptomiques, etc., pour essayer de gagner en connaissance sur l'effet de la bactérie chez l'homme. On va initier une étude de phase 2 début 2025. Les soumissions ont été faites aux autorités de santé en France, à la NSM. Et là, on sera dans le contexte post-opératoire, toujours de la maladie de Crohn. Et c'est une étude qui va être coordonnée par le professeur Mathieu Allais et qui va être faite via le groupe Remind, qui a une très grande habitude de justement cette situation de maladie de Crohn post-opératoire. Deuxième partie, en immuno-oncologie. Donc, vous connaissez ces immune checkpoint inhibitors, les anti-PD1, CTLA4. Et finalement, ces molécules, ce qu'elles font, c'est qu'elles réactivent le système immunitaire pour répondre et pour détruire les cellules cancéreuses. Et étant donné les liens entre immunité et microbiote, eh bien très rapidement, un certain nombre d'équipes, notamment des équipes en France et celle de Laurent Zitvogel particulièrement, se sont posé la question du rôle du microbiote dans l'efficacité de ces traitements. Et dans justement l'équipe de Laurent Zitvogel, dès 2017, les premiers travaux ont montré que le microbiote jouait un rôle clé dans la réponse à ces traitements. Ici, ce sont des travaux chez la souris où l'on observe que
lorsque les souris sont traitées par antibiotiques, eh bien, la réponse à ces immune checkpoints est diminuée. Et ici, dans une première étude rétrospective chez l'homme, était observé que les patients qui prenaient des antibiotiques eh bien, avaient une moins bonne réponse à ces traitements, notamment avec une diminution de la survie globale et de la survie sans progression. Forcément, la question qui se pose ensuite, c'est est-ce que c'est un effet microbiote en général ou est-ce qu'il y a des bactéries particulières qui ont un intérêt? Et là, c'est une autre étude américaine, cette fois-ci, publiée la même année, qui a montré chez des patients avec mélanome malin, métastatique, que effectivement certaines bactéries étaient associées particulièrement avec une bonne réponse. Et en fait, la première espèce bactérienne, enfin l'espèce qui avait le signal le plus fort chez les répondeurs, c'était eh bien Faecalibacterium progenitii. Vous avez ici la courbe de survie sans progression en fonction du niveau de cette bactérie. Et puis par la suite, il y a eu plusieurs études qui ont abouti un petit peu aux mêmes conclusions. Ici, c'est une méta-analyse de 4 études dans le mélanome, avec comme signal le plus fort associé à la réponse Faecalibacterium progenitii. À gauche, une étude sur le cancer du poumon non à petites cellules, avec plusieurs bactéries associées à la réponse, dont Faecalibacterium progenitii. Également une autre bactérie qui a aussi beaucoup fait parler d'elle, c'est Akkermansia mucinifila, qui a été aussi associée avec la bonne réponse à l'immunothérapie dans pas mal d'études. Ici, dans le carcinome hépatocellulaire, à nouveau Faecalibacterium qui sortait. Et puis là, c'est un article très récent qui a été publié par l'équipe de Laurent Zilvogel à nouveau. Et dans ce très joli travail, ils ont construit, développé, validé une signature microbiome qu'ils ont appelée Toposcore pour prédire la réponse à l'immunothérapie à travers plusieurs cancers. Et donc, vous voyez que sur la survie globale, c'est assez convaincant. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les bactéries les plus abondantes, les plus prévalentes dans la signature microbienne, eh bien, on retrouve à nouveau Faecalibacterium progenitii. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation où on avait une bactérie prête à être utilisée chez l'homme, et puis un faisceau d'arguments suggérant le rôle positif de cette bactérie pour améliorer la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse. Avant de se lancer, on a fait nous-mêmes des analyses et des travaux expérimentaux, et notamment, on a pu avoir accès aux données de cette étude dans le cancer du poumon non à petites cellules, un travail à nouveau de l'équipe de Laurent Zilvogel, dans lequel ils s'étaient concentrés sur Akkermansia mucinifila, qui est un de leurs sujets d'étude favoris. Et ils avaient montré que les patients qui avaient Akkermansia mucinifila en bleu avaient une meilleure réponse que ceux qui n'avaient pas Akkermansia mucinifila. Et donc, très gentiment, l'équipe de Laurent Zilvogel et les collègues italiens qui s'étaient chargés de l'analyse nous ont fourni les données et on a pu réanalyser cette étude, mais en regardant cette fois-ci Faecalibacterium progenitii. Et donc, on a tout simplement séparé la population en 3 tertiles en fonction de l'abondance de la bactérie. Et on voit de manière assez simple que les patients qui ont le taux le plus bas de la bactérie ont une survie globale plus faible que ceux qui ont un taux élevé. Et donc, on a un delta à 18 mois, par exemple, qui est de plus de 20%. Si on regarde ensuite les patients qui étaient en première ligne de traitement versus ceux qui étaient en seconde ligne, eh bien, on voit que le signal était le plus fort en seconde ligne de traitement, avec un delta qui était supérieur à 28%. On a aussi regardé les patients qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques versus ceux qui avaient reçu des antibiotiques. Et là, on a eu aussi un résultat intéressant, c'est que, évidemment, chez ceux qui n'ont pas d'antibiotiques, hein, qui représentaient la grande majorité des patients, on a ce signal qui est très net. Alors que chez les patients qui ont reçu des antibiotiques, eh bien, quelque part, finalement, l'antibiotique va perturber le microbiote eh bien, on perd l'effet prédictif de la bactérie, ce qui suggère, puisque là, on n'apporte pas de bactéries, hein, c'est vraiment le microbiote endogène, ce qui suggère finalement un rôle causal de Faecalibacterium sur la réponse à l'immunothérapie. Donc ensuite, on a fait des analyses multivariées très classiques, prenant en compte tous les facteurs confondants qui sont des facteurs connus pour avoir un impact
dans la réponse à l'immunothérapie. Et là, eh bien, on avait toujours un avantage des patients qui avaient un taux élevé de Faecalibacterium prusnitii, avec même un delta sur la mortalité qui était supérieur à 40%. Ensuite, toujours dans l'idée de valider un petit peu nous-mêmes l'intérêt de cette bactérie, on a pu avoir accès, notamment grâce à la FFCD et à David Tougeron, aux échantillons fécaux de cette cohorte de patients traités par immunothérapie dans le cadre du cancer gastrique avancé. Donc on a fait du shotgun et on a regardé eh bien, ce qui était prédictif de la réponse à ce traitement. Et ce que l'on a observé c'est que plusieurs bactéries étaient associées indépendamment avec la survie globale, notamment des bactéries qui étaient plutôt délétères comme Veillonella ou Streptococcus, qui sont connues d'ailleurs pour être associées avec d'autres types de cancers. Entérocloster, qui était aussi associé avec une mauvaise réponse à l'immunothérapie dans d'autres études comme dans celle-ci. Et puis à nouveau, Faecalibacterium prosniti, qui était cette fois-ci associé avec une bonne réponse à l'immunothérapie. Et si cette fois on regardait non pas la survie globale, mais la survie sans progression, la seule bactérie associée indépendamment avec une bonne survie sans progression, eh bien c'était Faecalibacterium prosniti. Donc, est-ce que tout ça, ce ne sont que des biomarqueurs? Il y a d'autres facteurs confondants qu'on ne connaît pas? Ou est-ce que réellement la bactérie joue un rôle? Eh bien, donc cette question, elle s'est posée très tôt. Et dans ces travaux de 2017 déjà, les auteurs américains ont essayé de répondre à cette question en colonisant des souris germ-free avec du microbiote de répondeur ou de non-répondeur. Les souris ont ensuite été injectées avec des cellules de mélanome, puis traitées avec des anti-PD-L1. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les souris colonisées avec du microbiote de non-répondeur, eh bien, répondaient moins au traitement que les souris colonisées par le microbiote de répondeur. Et ils retrouvaient à nouveau ce signal Faecalibacterium prosniti. Donc, on se retrouve dans cette situation où on a un très grand nombre d'études dans lesquelles on observe que les patients avec un taux bas de Faecalibacterium prosniti répondent moins bien à l'immunothérapie anticancéreuse. Et donc la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour ces patients? Euh, cette période, on a eu des premiers travaux de transplantation fécale qui nous ont suggéré chez l'homme que oui, en agissant sur le microbiote, on pouvait avoir un effet. Ici, c'était des patients à nouveau avec des mélanomes qui étaient en perte de réponse à l'immunothérapie, qui recevaient de la transplantation fécale et qui continuaient l'immunothérapie. Et on observait à gauche chez 3 patients sur 10 et à droite chez 6 patients sur 15 un bénéfice clinique de finalement ce changement de microbiote intestinal. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouvait un signal Faecalibacterium avec d'autres bactéries, hein, pas seul, mais un des signaux les plus forts, c'était avec Faecalibacterium prosniti, qui était enrichi après transplantation fécale chez les répondeurs à cette intervention. Donc, voilà, là, on avait quand même des arguments multiples, et donc la question suivante, c'est d'essayer dans un modèle expérimental. Donc, on a utilisé un modèle très classique de souris qui ont des cellules MCA205 de sarcome. On a altéré leur microbiote avec un mélange d'antibiotiques dont l'objectif n'est pas d'éradiquer complètement le microbiote, mais juste de perturber ce microbiote. Et puis, elles ont été traitées avec un anti-PDL1 en présence ou pas de Faecalibacterium EXL01, qui est la souche de Excellium. Donc ici, vous avez la croissance tumorale euh, sans traitement, en rouge avec l'anti-PDL1, donc vous voyez que bah, ça marche. Si en orange, on rajoute un antibiotique, eh bien, on perd une grande partie de l'efficacité de l'anti-PDL1, ce qui est déjà connu. Et si en plus de cet antibiotique, on rajoute la bactérie Faecalibacterium prosniti avec CL01, eh bien, on regagne une grande partie de la réponse et on le voit encore mieux sur les analyses de survie. En noir sans traitement, en rouge avec le traitement, en orange avec l'antibiotique et donc on perd une grande partie de l'efficacité. Et en bleu, quand on rapporte EXL01, eh bien, on regagne l'efficacité avec des courbes de survie similaires au groupe traité sans perturbation du microbiote.
Donc, pour essayer de comprendre un petit peu plus, on a fait différentes analyses, dont du RNA-seq sur les tumeurs à un temps un petit peu précoce. Et ce que on a observé beaucoup de choses. D'abord, en termes de gènes différentiellement exprimés au niveau tumoral, presque 4000 gènes différentiellement exprimés entre les souris non traitées et traitées par anti-PDL1. Les antibiotiques avaient un effet également majeur avec plus de 3000 gènes différentiellement exprimés. La bactérie UXL01 avait elle aussi un effet majeur avec plus de 4000 gènes différentiellement exprimés au niveau tumoral. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on comparait les souris traitées par l'anti-PDL1 seul aux souris qui recevaient un antibiotique, un anti-PDL1 et la bactérie UXL01, Faecalibacterium prausnitzii, eh bien, on avait quasiment plus de gènes différentiellement exprimés, ce qui voulait dire, en tout cas ce qui suggère que en apportant cette bactérie, eh bien, on est capable de récapituler une grande partie des effets du microbiote bénéfiques sur la réponse à l'immunothérapie. Et lorsque l'on a fait des analyses fonctionnelles, ça nous a poussé dans ce sens. Donc ici, c'est l'effet de l'immunothérapie, rien de très exceptionnel, augmentation des voies impliquées dans la réponse immunitaire et diminution des voies de prolifération des cellules cancéreuses. Avec un antibiotique, on voit toutes les voies de prolifération cellulaire cancéreuse qui réaugmentent. Et lorsqu'on rapporte en plus EXL01, eh bien, on voit ces voies de prolifération qui diminuent. On voit également un impact sur un certain nombre de voies du métabolisme énergétique cellulaire et notamment la phosphorylation oxydative. Et ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les effets en maladie inflammatoire de l'intestin. D'un point de vue microbiote, eh bien, au niveau fécal, bien sûr, les antibiotiques avaient un effet sur la diversité, mais la bactérie EXL01 n'avait pas d'effet sur la diversité du microbiote fécal et pas d'effet non plus sur la composition du microbiote, ce qui est quelque chose de très important parce que ça suggère que les effets de la bactérie, ils ne passent pas par une modulation complète du microbiote colique, un changement profond dans le microbiote colique, mais ils passent au contraire par un effet direct sur les cellules de l'hôte et probablement un effet au niveau de la fin de l'intestin grêle, là où le côté immunitaire est extrêmement actif. Et ça suggère aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir une colonisation avec cette bactérie. Si on l'apporte tous les jours, eh bien, ça suffit pour avoir des effets thérapeutiques. On a fait également des travaux in vitro. On a montré qu'en présence d'immune checkpoint inhibitor, eh bien, la bactérie va stimuler les lymphocytes T et produire de l'interféron gamma. Pareil sur les cellules dendritiques avec une augmentation de marqueurs d'activation, une diminution de marqueurs régulateurs et une augmentation de PDL1. Et puis dans ces expériences de mixed lymphocyte reaction, dans lesquelles on met ensemble des lymphocytes T et des dendritiques allogéniques, en présence d'immune checkpoint inhibiteur, eh bien, ce que l'on voit, c'est que la bactérie EXL01, avec un très fort effet dose, va induire la production d'interféron gamma par les lymphocytes et va plus légèrement, cette fois-ci, induire la prolifération des lymphocytes T. Donc, euh, en termes de mécanismes d'action sur ces aspects immuno-oncologiques, c'est toujours en cours d'investigation. On a un certain nombre d'hypothèses. On sait que ça va impliquer les cellules présentatrices et les lymphocytes T, probablement un effet sur la modulation de l'expression de PDL1 et un boost des fonctions T, notamment la production d'interféron gamma. Euh, Maintenant, une conclusion plus générale en immuno-oncologie. J'espère vous avoir convaincu que le microbiote était impliqué dans la réponse à l'immunothérapie anticancéreuse. Le niveau de Faecalibacterium prausnitzii est associé à la réponse à ce type de traitement et ce dans de très nombreux cancers. On a des données vitro et vivo qui nous montrent que la souche EXL01 booste l'effet de l'immunothérapie anticancéreuse. Et donc, évidemment, la prochaine étape, c'est de passer aux essais cliniques chez l'homme. Et c'est en cours. On a 3 essais qui ont débuté ou sont sur le point de débuter. Un dans le cancer gastrique qui est coordonné par Romain Cohen à l'hôpital Saint-Antoine avec déjà plusieurs patients qui ont été inclus. Un essai dans le cancer du poumon non à petites cellules coordonné par le professeur Cortot à Lille, là aussi avec déjà plusieurs patients qui ont été inclus.
et puis un essai dans le cancer, dans le carcinome hépatocellulaire, coordonné par le professeur Edeline à Rennes. Et là, c'est un essai qui va commencer dans les prochaines semaines. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, on a besoin, lorsque on va utiliser des médicaments basés sur le microbiote, d'un nouveau paradigme. À nouveau, ces médicaments basés sur le microbiote, ce ne sont pas des immunosuppresseurs brutaux et donc on ne va pas pouvoir les utiliser de la même manière que les immunosuppresseurs que l'on utilise aujourd'hui. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils seront probablement plus complémentaires que à la place de ces immunosuppresseurs. Et puis, si on fait un point sur tous les essais cliniques en cours avec Faecalibacterium progenitive et XL01, donc je vous ai parlé de ces trois essais en cancérologie, essais cancer gastrique, poumon et CHC. Un quatrième essai en immuno-oncologie est en préparation avec des collègues américains dans le carcinome rénal. Dans la maladie de Crohn, je vous ai parlé de cet essai en post-opératoire qui va commencer, on l'espère, tout début 2025. Et puis, et là je vous en ai pas parlé pour des raisons de temps, on a également un essai qui est en cours dans la prévention de la récidive de l'infection à Clostridioides difficile pour finalement remplacer la transplantation fécale d'une certaine manière. Et là, on a déjà trois patients et probablement quatre qui sont inclus, au moins trois et peut-être un quatrième, qui sont inclus et qui ont déjà reçu les traitements. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous mes collègues qui ont participé à ces travaux et tous les différents collaborateurs qui travaillent avec nous et avec Excellium sur ce projet. Merci, Harry. Merci Harry. Super de voir toute l'histoire et l'évolution. C'est vraiment formidable. Alors, est-ce que on a des questions On a plus de pour l'instant? 54 webinaires. Voilà. Ils peuvent nous poser des questions, mais peut-être que ça a été très Ouais. clair. Peut-être qu'ils attendent les Alors, en résultats fait, des moi, essais. ouais, j'avais une question pour, sur la première partie, en fait, sur le Crohn. Parce que tu montres bien, effectivement, donc F pro I, diminuer, augmenter, diminuer. Mais du coup, quand tu montes ta balance là sur les 9 espèces, donc celles où effectivement il y a un enrichissement finalement et d'autres où il y a une perte, je me posais la question sur les prédicteurs. Tu vois, un peu comme ils ont fait dans le cancer. Du coup, est-ce que vous avez tenté ça, c'est-à-dire la combinaison finalement de bactéries qui forment une signature, en fait, Oui. alors, soit de la progression ou de la récidive. Mm. Et maintenant, l'IA nous permet en fait de tester ces combinaisons. Est-ce que du coup, ça, vous l'avez mené et quels sont Oui, les oui. résultats par rapport à Ça, FP tout seul? ça a été fait par pas mal d'études, par pas mal d'équipes à travers le monde. Donc là, la signature dont j'ai parlé sur le diagnostic, c'est une signature qui contient plusieurs bactéries, dont Faecalibacterium prausnitii, mais c'est évidemment pas la seule. De la même manière, il y a des signatures sur la prédiction de la poussée, quelqu'un qui est en rémission. Ben voilà, on veut identifier les bactéries qui vont être associées avec un risque de poussée à 6 mois ou à 1 an. Et là encore, on retrouve très souvent Faecalibacterium prausnitii, mais on retrouve aussi les autres bactéries. Et donc, c'est la conjonction finalement de bactéries qui sont probablement pro-inflammatoires et de bactéries qui diminuent, qui sont anti-inflammatoires, qui jouent. Voilà. Mais en pratique, on n'a pas encore un biomarqueur provenant du microbiote ou une Non, signature, ça en reste de tout la cas dans les... recherche. ouais. Ouais, oui, C'est c'est de la ça. recherche. Ouais. C'est-à-dire de signatures combinées, validées, etc. Non. Parce que Non, dans ouais. et puis Non. en plus, la question, c'est de valider par rapport à du gold standard. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, là, par exemple, il y a un très beau papier qui est sorti dans Nature Medicine il y a quelques mois. Vraiment, le mieux qu'on puisse faire, à mon avis, pour le côté diagnostic, avec des cohortes à travers le monde, des signatures extrêmement bien ficelées. Mais malheureusement, ça répond pas aux questions du clinicien. Un patient, quand un clinicien, un gastro-entérologue voit un patient qui a la diarrhée, un syndrome inflammatoire au plafond, mal au ventre, bah, il n'a pas vraiment besoin de biomarqueurs. En revanche, s'il a un patient qui a des symptômes minimes, qui durent un peu et qui n'a pas d'inflammation, c'est là où on a besoin de savoir est-ce que je fais faire la coloscopie en gros ou pas.
Et ça, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus dur parce que souvent, c'est des marqueurs qui sont très faiblement altérés. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Des D'accord. questions dans le chat. Donc, on se pose la question si F-Pro pourrait être testé dans d'autres maladies. Alors, on parle de maladies auto-immunes. Alors, les maladies que tu as montrées ne sont pas forcément des maladies auto-immunes, mais comme la polyarthrite rhumatoïde. Alors, le signal, alors d'abord, bon, la réponse globalement, c'est oui, on pourrait imaginer traiter essayer dans d'autres maladies. La polyarthrite rhumatoïde, on n'a pas de signal F-Pro très fort. On l'a beaucoup plus dans la spondylarthrite ankylosante, mais qui est une Mhm. maladie très fortement associée au Mickey, donc Mhm. il y a toujours ce petit questionnement. Mhm. Euh, mais oui, on pourrait imaginer essayer dans d'autres maladies, hein, bien sûr. Alors, il y a une question aussi de Marie-Christine Multon. Bonjour Marie-Christine, qu'on connaît. Donc, qui te remercie pour la présentation. Elle te pose une question sur les phases 1 chez l'homme. Oui. Vous avez vu une colonisation par F-Pro, point d'interrogation. Peut-être que chez la souris, l'écosystème ne le permet pas. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, je vais faire à l'envers. Chez la souris, on voit très peu d'EFPRO, même après gavage, ou alors il faut utiliser des méthodes extrêmement sensibles comme de la DDPCR, vraiment donc des méthodes très très fines. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on prend la bactérie, elle est dans son milieu de culture ou alors dans du PBS et on la gave dans l'estomac. Dans l'estomac, il y a plein d'oxygène. C'est un environnement extrêmement agressif. Et en tout cas, si on simule tout ça in vitro, bah, il n'y a plus de bactéries fonctionnellement viables, entre guillemets, en tout cas qui vont pas repartir si on Mhm. les met sur de la gélose. Mhm. Voilà. Néanmoins, on voit les effets. Et ça nous pousse, c'est aussi une des raisons qui nous pousse à penser que c'est beaucoup lié à ce qu'il y a sur la bactérie. Mhm. Parce que dans les tests que l'on fait, ce qui corrèle avec l'efficacité, c'est le nombre de bactéries intactes. C'est pas le fait qu'elles poussent avec des CFU sur une gélose, c'est le fait qu'elles soient intactes. Donc ça, c'est la première chose. Donc en souris, malheureusement, c'est très dur à tester, en tout cas sur des souris qui ont un microbiote conventionnel. Chez l'homme, c'est une question vraiment que l'on a et c'est fait partie des premières choses que l'on va faire. On a récupéré littéralement la semaine dernière les échantillons de cette étude. On est en train de préparer les échantillons pour les envoyer au shotgun et ça sera envoyé au shotgun la semaine prochaine. Donc je pense qu'en début d'année, on aura cette réponse puisqu'on a prévu des échantillons un mois après la dernière prise de la bactérie. Super. Oui, parce enfin, juste, je Ouais. voudrais juste rebondir là-dessus, parce que en fait, c'est des questions qu'on avait discutées aussi dans le cadre des maladies métaboliques, par exemple avec Akkermansia muciniphila. Et c'est vrai que du coup, quand on l'a mesure, enfin, quand elle était mesurée par les collègues après dans les essais, on ne trouvait pas nécessairement un enrichissement, quoi. Et Ouais. donc, ça, voilà, enfin, c'est des points importants, en fait, souvent dans on ces on- études. on n'est Ouais. pas du tout convaincu qu'on va trouver une persistance comme ça à un mois. Vraiment, on n'est pas du tout persuadé. Euh, on pense que c'est l'intérêt de la bactérie qui est dans une gélule, c'est qu'on peut l'administrer tous les jours et donc exposer le patient en continu à la bactérie. Comme on est sur des maladies de l'intestin, on a des coloscopies avec des prélèvements du grêle, du côlon, et donc on va aussi regarder sur la muqueuse si là, peut-être qu'on voit, on voit plus de bactéries. Mais on pense pas que dans ce type de traitement, contrairement à la transplantation fécale, où vraiment il faut de l'engraftment, parce que là, on peut pas faire de la transplantation fécale tous les jours, hein. On fait une transplantation fécale et il faut que ça reste au moins jusqu'à la suivante. Là, on pense pas que c'est indispensable du tout d'avoir un engraftment. Un peu toujours sur ce même concept, une question d'un spectateur anonyme dont on se fait la voix. Qu'est-ce qu'un probiotique de nouvelle génération? Est-ce que c'est un probiotique considéré comme un médicament? Alors, il y a Pas ça, pas, hein. enfin, c'est une définition un petit peu vague. Il y a aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les LBP, les Live Biotherapeutic Products, Product. voilà, qui sont définis par la FDA et bon, par extension, c'est ce qu'on utilise aussi en Europe. Et donc, ce sont des micro-organismes
qui sont des nouveaux micro-organismes et qui ont des effets sur la santé. Mais on peut tout à fait imaginer développer un LBP comme complément alimentaire, et ça a été fait par exemple avec Akkermansia, et c'est fait avec Akkermansia, ou alors on peut le développer comme un médicament. C'est vraiment le chemin réglementaire que l'on choisit qui va définir le type de produit. Nous, ce que l'on veut, c'est aller vers le médicament. Pourquoi? Parce qu'on veut démontrer que ça marche. On veut aller sur de la science dure. Alors Mm. ça, c'est notre, enfin, en tout cas, c'est mon background médical et qui est derrière ça. On veut un traitement qui va marcher pour les patients, pas un complément alimentaire. Donc finalement, on ne sait pas vraiment si ça marche ou si ça marche pas. Et alors, Voilà. est-ce que le terme de Next Generation Probiotics ou probiotiques de nouvelle génération est retenu par la FDA, les Non, il est agences pas. européennes? Non, ok. Non, il n'est pas C'est retenu. plus un concept. C'est plus un concept, c'est aussi Next Generation Probiotics, ça va être à la fois les bactéries de l'intestin, mais aussi des bactéries recombinantes. Voilà. Et donc, Excellium, c'est pris Perros, on nous Oui, demande Yacine. oui. Ce sont Youssef, pardon. des gélules, une gélule par jour, en tout cas pour la majorité des indications. Pour le Clostridioides difficile, c'est beaucoup plus en quantité. Parce que bah, l'indication n'est pas du tout la même et donc il y a une prise beaucoup plus importante de gélules. Alors, il y a Et une question complémentaire de oui, Monsieur Youssef Kouidra, donc c'est sur ça, les enjeux de la metformine, qui a été comme proposé comme anticancéreux. complément, comme anticancéreux, donc avec ton avis. J'ai pas beaucoup d'avis. J'ai pas beaucoup d'avis. Ce qui est sûr, c'est que la réponse à l'immunothérapie, elle est massivement impactée par l'état du système immunitaire. Et donc, tout ce qui va moduler le système immunitaire va potentiellement avoir un effet. Honnêtement, j'ai pas vu ces travaux sur la metformine. Peut-être toi, Karine, tu les as vus. Mais oui, pourquoi pas, hein. La metformine, ça agit sur des processus cellulaires tellement fondamentaux que pourquoi pas sur la Alors, réponse à oui, alors l'immunothérapie. ce qu'on peut compléter sur la metformine, il y a pas mal de travaux sur l'impact de la metformine en tant que telle sur le profil du microbiote intestinal. Alors, moi, je connais mieux les travaux dans le diabète de type 2. Mm. Clairement, donc ça a été même jusqu'à dire que les signatures qu'on voyait dans le diabète de type 2 étaient justement confondues par la metformine, que peut-être il n'y avait pas une signature diabète, Oui. mais une signature du médicament. Donc ça a été beaucoup discuté à un moment donné, même assez controversé. Mais ensuite, il y a eu des études supplémentaires qui montrent qu'il y a une signature dans le diabète de type 2, mais que la metformine, en fait, a aussi des effets et que certains des effets de la metformine, en tout cas sur le métabolisme et le métabolisme du glucose, pourrait passer par des changements sur le microbiote intestinal. Donc en fait, les points de enfin voilà, ce sont les points aujourd'hui d'avancée avec pas mal de travaux assez convaincants, à la fois, enfin notamment chez la souris. Deux questions d'élèves. Un premier élève, Luc V, et qui nous demande est-ce que tu as testé FPRO pasteurisé, c'est-à-dire traité avec un chauffant, versus vivant sur l'effet clinico-biologique? Oui. Réponse courte. Réponse courte. Alors, à l'origine, on a testé de la bactérie tuée par la chaleur. Et c'était une grave erreur à mon sens, parce qu'on l'a cramé la Explosé. bactérie, et en fait, on n'avait plus d'effet. Mais très clairement, c'est pas pareil de tuer une bactérie avec la chaleur, où on va cuire littéralement toute la surface de la bactérie, ou laisser une bactérie anaérobie mourir parce qu'elle est exposée à l'oxygène. Mm. Donc c'est voilà. Donc on a fait des travaux avec des bactéries pasteurisées sur d'autres indications avec des effets qui étaient partiellement persistants, mais sur l'inflammation et sur l'immunothérapie, on l'a pas fait. Et une question de Bénédicte P, qui demande est-ce qu'on sait quand s'installe FPRO au cours de la vie et son rôle en fonction de l'âge? Euh, voilà. Et parce qu'il Alors y a l'étude canadienne, parce qu'il y a les résultats dans les ouais. chrones pédiatriques de la nutrition intérale, etc. J'aurais eu envie de retourner la question à ma collègue pédiatre, mais,
Mais non, mais l'installation de la bactérie, elle est quand même, c'est pas une primo-colonisatrice du tout, hein. C'est plutôt dans les deuxième ou troisième vagues de colonisation. Ce qui fait que quand on regarde des enfants très tôt, bah, c'est assez compliqué de trouver un signal. Et après, en nutrition entérale chez les patients jeunes, alors je ne sais pas ce que ça veut dire patient jeune. Est-ce que c'est quoi l'âge? Euh, on n'avait pas trop de signal sur FPRO, pas de déficit de FPRO. Il y a aussi des travaux chez l'adulte hein, qui montrent, en tout cas qui suggèrent que c'est pas en remontant le niveau d'EFPRO que la nutrition entérale marche. C'est plus probablement en enlevant des choses qu'en en rajoutant, à mon avis. Voilà. Donc ouais, je pourrais pas beaucoup plus Et, répondre que et ça. dans GEM, la cohorte canadienne où on recherche les signatures Ouais, avant que la maladie n'arrive, est-ce ouais. qu'FPRO fait partie de ce Oui, score? oui. FPRO fait partie de la signature, mais il faudrait revoir l'âge d'inclusion. Et je En pense pas que fait, c'était des tout petits mais enfants. Je non, pense pas. C'était pas on des les tout a petits inclus enfants. une fois et il y en a des petits, Exactement. des jeunes, des vieux. Exactement. Exactement. On les a suivis, mais ils ont été inclus au moment où l'étude est en Exactement. cours. Ouais, D'accord. ils étaient pas tout enfants, tout petits. Alors, je crois qu'il y aura plein d'autres questions le 16 décembre, parce que là, il n'y a plus d'autres questions. Et bah, oui, c'était vraiment des éléments très, très vivants et très concrets. Et Et de voir le c'était, chemin, enfin c'est l'historique, ça quoi. aussi, Et on ouais. voit effectivement enfin, Ce qu'on vraiment appelle une l'évolution découverte. de Voilà. l'histoire de la découverte jusqu'au maintenant les développements. Et on voit que le chemin est encore long, probablement, pour arriver justement à un candidat médicament. En fait, c'est ce que tu nous dis, en fait, Est-ce ce que Ouais, qu'il tu as pourrait y dit. en avoir d'autres? Ça, Ouais. une question qu'on posera peut-être le 16 Et il bien y a décembre. un sûr. autre, voilà. Et un autre élément, c'est tout l'enjeu enfin, de ce qu'on discute beaucoup dans les différentes pathologies qui nous intéressent, c'est la problématique de thérapie, enfin, adjuvant thérapie Oui, ou add-on thérapie en anglais, enfin, Hmm. ce qu'on peut rajouter au traitement habituel, peut-être pour certains, oui. optimiser les effets ou limiter certains effets secondaires Hmm. pour Oui, pouvoir aussi conserver un effet. Ça peut être ça Pour aussi. très conserver clairement, un effet. Ouais. les traitements basés sur le microbiote, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. On est sur un acteur de la santé, mais pas tous les acteurs de la santé à la fois. Et on a vraiment, comme tu le dis, Karine, intérêt à utiliser ces traitements basés sur le microbiote comme des compléments aux traitements conventionnels qui agissent directement sur nos cellules, que pour essayer de remplacer ces traitements, je crois. Je crois qu'essayer de remplacer, c'est pas la bonne stratégie. Ou alors sur des enjeux de prévention, comme on peut Ah voir, là, oui. Ouais, bien sûr. Mm. populations à risque. Ok, très bien. Donc Eh ben, là, on se Mina donne nous a rendez-vous remis, dans ouais, 15 le jours. 16, Non, voilà. oui. Et donc Mina a remis à l'écran donc le cycle effectivement de ce qui a été fait dans ces webinaires pour cet automne, début de l'hiver, voilà. Et donc le rendez-vous le 16 pour les questions à bâton rompu, on espère. Et on remercie encore Harry pour cette magnifique présentation. Merci aussi Karine pour la modération et Mina Oui, pour merci. toute l'organisation toujours parfaite. À bientôt les Et amis. bientôt, bonne soirée. À Au revoir. bientôt à tous, merci. Au revoir.